Une première question sur les propositions prennent-elles en compte l'impact sur la hausse des prix provenant des investissements effectués par les étrangers dans les métropoles comme Paris? C'est la question. Je dirais, là, dans ce que je vous ai présenté un exercice comptable. Donc, ce n'est pas un exercice comportemental, il n'y a pas les élasticités prix, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le nouvel équilibre? On est en train de travailler sur ces questions. Donc, c'est effectivement, il y a quelques zones en France, en particulier à Paris intramuros, sur quelques arrondissements, où les investisseurs étrangers jouent un rôle important. Mais je dirais que cet IFU, il serait attaché au fait de posséder des biens immobiliers, et donc les non-résidents le paieraient. Absolument. Et de ce point de vue-là, il paierait probablement plus que ce qu'il peut aujourd'hui. Absolument. Ouais. Donc c'est une dimension intéressante, effectivement. Il y aurait plus de transferts, si vous voulez, du reste du monde vers la France à travers ce mécanisme. Vous avez tout à fait raison de le noter. C'est un bon point. Vous avez une différence assez notable que j'ai notée dans vos deux schémas qui visent à taxer tous les deux la propriété. J'ai promis la même chose dans mon livre, donc je suis tout à fait en ligne avec ça. Marc ne tient pas en compte de l'endettement. Il taxe la valeur de la propriété indépendamment de l'endettement. Vous en tenez compte pour la résidence principale, avec deux logiques qui me semblent un peu différentes. Marc taxant plutôt l'usufruit, finalement, et à partir du moment où vous avez l'usufruit du bien, vous allez payer plein pot la dimension. Vous taxant plutôt une logique, entre guillemets, de capital, d'equity, déduction faite de la dette. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous traitez l'incitation négative à déménager qui en déduit? C'est-à-dire que j'achète mon appartement, je paye ma taxe foncière ou mon IFU sur la valeur nette de l'appartement, mon dette, je déménage, et donc l'appartement cesse d'être ma résidence principale. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, je dois payer l'IFU plein pot, indépendamment de l'endettement, alors que ça ne devient plus ma résidence principale? Et si c'est le cas, est-ce que ça risque d'être un frein justement à la mobilité, qui est l'une des choses qu'on essaie de traiter techniquement? En tout cas, je pense que ce frein à la mobilité sera, à mon avis, inférieur au frein actuel de mobilité des MTO. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, si vous voulez, là, vous pointez, là, on est neutre, je dirais, on est neutre par rapport à la richesse nette sur la résidence principale. On est neutre par rapport à equity, dette par rapport à, je dirais, à ce qui n'est pas résidence principale. Ouais. Voilà deux grands principes. Là, vous pointez un effet de bord éventuel. Effet de bord, oui. Alors, comment vous expliquez que la taxation peut être, dans certains cas particuliers, que la taxation puisse être supérieure au rendement financier d'un parc immobilier? Alors, d'après ce que... Il y a eu une grande étude qui avait été menée par Stéphane Grégoire sur Paris, sur les rendements. Ils étaient faibles, évidemment, à Paris intramuros, de l'ordre de 2%. Par contre, en banlieue et en grande banlieue, ils montaient à 4%. Et en province, vous avez des rendements qui sont de l'ordre de 4-5%. Donc, le 1%, ça fait, disons, quelque chose. Alors, c'est le rendement brut. Après, il peut y avoir... ça peut faire quelque chose de l'ordre de 20 à 30% sur, je dirais, des rendements en province. Donc, maintenant, je remploie l'argument d'aller. S'il y a des gens qui n'obtiennent que moins de 1% sur leur capital immobilier, il faut qu'ils vendent à ce moment-là, et d'autres gens qui seront peut-être plus avertis des pièges du marché immobilier se tâcheront de rendre plus rentable le patrimoine. Donc là, il y a un argument de sélection qui est employé. Il y avait une autre question au fond de la salle, je crois. L'échange qu'on vient d'entendre nous éclaire aussi sur une des raisons pour lesquelles, depuis 50 ans, on ne sait pas faire la révision des bases foncières, que nos amis allemands, c'est même pas 63, c'est 1936, pour une partie des évaluations, n'y arrivent pas davantage, et aucun pays n'y arrive. C'est qu'a fortiori dans un pays où on a 55 à 60% de propriétaires occupants, on n'a pas d'indication fiable à l'unité sur la valeur locative. Il a été dit très justement que le bon indicateur, c'est les mutations. On a des mutations tous les 25, tous les 30 ans pour un tiers ou 40% du parc. Pour 60%, on ne sait pas. Alors on pourrait savoir, et depuis toujours, c'était les fondements des valeurs locatives, une dérivée du loyer, sauf qu'on vient de nous rappeler
qu'en fonction d'une multitude de circonstances, le rapport locatif peut passer de moins de 1% à plus de 4 à 5%. Donc, ce qui est une dispersion absolument gigantesque. Et donc, l'idée que c'est par défaillance administrative ou par manque de volonté politique qu'on ne parvient pas, dans les États modernes, à avoir une vision à peu près représentative de la valeur à la fois du patrimoine foncier et de son revenu notionnel, oublie la réalité extrêmement complexe du marché foncier et d'occupation pour l'habitat dans nos pays développés. Bon, on a donc 33 millions de logements en France. Donc sur les 4 dernières années, on a grosso modo eu 4 millions de transactions. Donc on a 4 millions de prix. Je rappelle juste que pour les successions et pour l'IFI, c'est la valeur vénale. Et donc qui est estimée par dire d'experts. Et après, l'administration fiscale peut enquêter et trouver que vous avez sous-évalué. Donc je dirais que c'est déjà utilisé. Donc quand on dit c'est pas possible, non, l'administration fiscale. Mais attendez, ça marche pas. Combien il y a de contentieux sur, je dirais, l'estimation au niveau pour les successions? Est-ce qu'il y a beaucoup de, je vais dire les valeurs d'experts, on a, je dirais, les experts immobiliers, ça manque pas. Vous avez les analyses hédoniques, économétriques qui ne manquent pas, avec maintenant 4 millions. Non, mais je veux dire, on entre progressivement dans le domaine des big data. Donc, je veux dire que ce qu'on peut faire maintenant, on ne pouvait pas le faire il y a 30 ans. On ne pouvait pas le faire en 70, certainement. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, la difficulté technique de passer à la valeur vénale, elle n'existe que pour les biens tout en haut du marché, pour lequel il existe sans doute une fourchette des prix. C'est exactement comme du gré à gré. Mais je dirais, pour une maison de lotissement, même dans une ville moyenne, vous avez suffisamment, je dirais, de prix pour, je dirais, pas faire d'erreur, je dirais, à 5 ou 10% près. Et c'est fini, c'est fait. Donc je veux dire qu'au niveau de la valeur vénale, je pense qu'il n'y a pas de... Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a le marché locatif, il est fourni sur les appartements, il est beaucoup moins fourni sur les maisons. Donc effectivement, quand vous regardez sur les maisons, il y a souvent beaucoup moins de valeur. Et en plus, on n'a pas aujourd'hui encore une base nationale des loyers, en tout cas administrative. Vous savez, on peut, sur Internet, essayer de capturer des grandes bases de données. Certains chercheurs l'ont fait. Jean-Benoît Hémou et Guillaume Chapelle ont fait un article où ils ont regardé la valeur des loyers d'après ce qu'ils avaient, toutes les informations sur Internet, pour regarder par rapport, est-ce que les informations sur les loyers de l'INSEE correspondaient bien. Bon, mais aujourd'hui, on a un trou sur, je dirais, l'estimation des loyers. Donc, et en plus, il y a un certain nombre de segments de marché où il y a de l'acquisition, mais il n'y a pas de location. Donc, moi, il me semble que les difficultés statistiques sont plutôt derrière nous que devant nous. L'absence de contentieux ne démontre rien. Le contentieux, c'est par rapport à la loi. Si la loi ne permet pas d'évaluer, l'absence de contentieux ne démontre rien. Pour prolonger l'introduction d'Alain Tranois, la réponse à cette difficulté, dont il vient de rappeler un des éléments, notamment sur le bâti individuel, c'était le grand Georges qui l'avait inventé, reprise par Pierre Ury il y a une trentaine d'années, dans l'idée de la question du système déclaratif, qui implique, avec un obstacle politique considérable, c'est la possibilité pour la puissance publique de préempter chaque fois que la déclaration paraît irréaliste par rapport au marché. Avec ça, vous résolvez le problème de finesse d'évaluation cadastrale, mais il faudra un peu plus que quelques années pour en convaincre l'opinion. Alors, Je me permets de signaler, c'était la loi en Argentine. Depuis un certain temps. Maintenant, si vous regardez l'expérience argentine de ce point de vue-là, elle est extraordinairement décevante.
Bon, donc, ce n'est pas parce que la loi dit qu'il y a la préemption possible de la part de l'État que le système fonctionne. Alors- Non, mais là, il y a eu un État en Argentine. Alors, juste, si je peux me permettre, dans l'article, je ne l'ai pas repris ici, on a même une proposition un petit peu iconoclaste, c'est que, en fait, c'est de faire jouer un rôle spécifique aux experts, en disant, vous demandez aux experts, et c'est les experts qui s'engagent, et si ce n'est pas le propriétaire qui paye une pénalité, si l'expert a sous-estimé le bien. Pour Manuel Demergue, quels sont les principaux freins à l'accès au logement, à l'application concrète du DALO? Sont-ils financiers ou de gouvernance? Alors, en quelques mots, bon, c'est vaste sujet. La question du DALO, si on regarde vraiment l'aboutissement de la procédure, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à aboutir? Déjà, grosso modo, elle marche un peu mieux que l'existant. C'est-à-dire que les ménages qui sont reconnus DALO, ils ont un peu plus accès au logement social que ceux dans la même situation qui n'ont pas fait la démarche. Donc, ça remet quand même un peu au-dessus de la pile de l'attribution de logement social les ménages reconnus DALO. Mais pas tous, je l'ai dit, il y en a encore 50 000 qui sont en attente. L'obstacle, il est essentiellement dans le mécanisme d'attribution de logements sociaux. De toute façon, c'est ça l'aboutissement, le seul aboutissement du DALO. Hein. Ce sont tous les mécanismes d'évitement des ménages défavorisés par les acteurs du logement social, bailleurs sociaux, réservataires, j'ai dit Action Logement, communes beaucoup, un peu l'État parfois, à la fois pour des raisons financières, les bailleurs sociaux, avoir des ménages à bas revenus, ce n'est pas forcément ça qui les intéresse le plus, parce qu'ils estiment qu'à gérer, c'est plus compliqué, etc. Les communes, c'est essentiellement un facteur politique. Je connais peu de maires qui ont envie d'attirer des ménages DALO, avec le stigmate qui, en fait, finalement, est attaché à la labellisation DALO, alors que ça devrait être un label pour vous faire passer avant. Finalement, c'est devenu un stigmate, les DALO, on ne veut pas des DALO, il y en a marre des DALO, vous nous envoyez vos DALO, etc. Les communes étant assez rétives et encore plus rétives aux DALO des autres communes. Donc là, il y a quelque chose qui s'organise pour éviter ça. Et puis, il y a le niveau des loyers du parc social. Donc là, c'est une question plus économique. Dans les quartiers, en dehors des quartiers politiques de la ville, les loyers du parc social sont souvent trop élevés pour les ménages à bas revenus, qui sont essentiellement les ménages DALO. Donc là, c'est une question de loyer d'équilibre. On a beaucoup baissé les aides à la pierre, un peu raboté les aides à la personne ces dernières années, ce qui fait que dans les zones tendues qui coûtent cher, avec le coût de la construction qui augmente, le coût du foncier qui augmente, les bailleurs sociaux ont du mal à sortir des loyers HLM très sociaux sous les plafonds pris en compte pour calculer les APL et donc qui sont accessibles aux ménages à bas revenus, ce qui fait que souvent le parc social est trop cher pour les ménages à très bas revenus. Je voulais juste une précision sur cette décorrélation entre le revenu et le patrimoine. Décorrélation qui consiste, enfin dans les propositions que, si j'ai bien compris aussi, donc des revenus faibles. Si on est dans une situation où la moyenne des revenus est faible et que les patrimoines immobiliers ont tendance à être élevés de manière exponentielle en raison du marché, et je précise des marchés qui viennent de l'extérieur, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas un effet inverse à ce qui est escompté? Alors, je viens d'un endroit où, effectivement, on subit une pression foncière assez importante. Non pas, le marché n'est pas fait par des gens qui habitent au local, mais qui viennent de l'extérieur et qui font vraiment augmenter des prix alors qu'on a une population qui, manifestement, a des revenus inférieurs. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à la redistribution? Il y a cette contre-force à la hausse dont vous avez parlé tout à l'heure. Je crains que l'effet pervers, c'est justement qu'il n'y ait pas cette contre-force et que les gens soient obligés de vendre parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer cette contribution, leurs revenus vont stagner et les gens qui viennent de l'extérieur vont continuer à faire évoluer les valeurs du patrimoine. Alors, bon, la question que vous posez, c'est une bonne question. Donc, j'avais commencé à essayer d'y répondre en disant que l'État pouvait faire crédit, non pas au sens du crédit d'impôt, mais un crédit au sens comme les crédits bancaires, de façon à ce que ne pas mettre en difficulté les gens qui étaient démunis malgré l'envolée de leur patrimoine.
et que ça soit reporté finalement sur la valeur de la succession. La succession serait déduite par l'ensemble la somme des impôts qui n'auraient pas été payés. Donc finalement, ça revient à faire payer les héritiers, mais pas la personne directement. Alors maintenant, je ne dis pas que le mouvement de hausse des prix peut être cassé uniquement par ce type d'impôt. Je pense qu'il y a le mécanisme de hausse des prix obéit à des logiques économiques et financières, je dirais, plurielles. Donc il y a des problèmes de régulation macro-prudentielle qui sont importantes. Je rappelle qu'au moment de la crise, un petit peu avant la crise de 2007, quand on regarde, je dirais, pour 1 euro de capitaux propres, les Français pouvaient emprunter 3 euros jusqu'à 4 euros d'emprunt immobilier. C'est-à-dire que pour 1, ils pouvaient avoir un effet de levier de 4. C'était considérable. Après la crise, on est retombé dans les années 2010-2011, on est retombé à 1,5. Et de nouveau, on réaugmente. Et donc ça, c'est par exemple un levier pour essayer, je dirais, le levier macro-prudentiel, qui est de faire en sorte que ce n'est pas uniquement une régulation, en plus les taux d'intérêt obéissent à d'autres logiques, mais d'essayer de réguler le crédit bancaire de façon à ce que l'effet de levier ne soit pas trop important. Parce qu'en fait, ce qui se déverse ici, c'est en fait c'est le crédit bancaire qui fait monter aussi les prix. Donc en plus, il y a d'autres politiques qui peuvent être menées en termes de rétention foncière, etc. Donc je ne dirais pas que c'est le seul instrument, et ça serait, je dirais, mais je pense qu'il peut y avoir un effet. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui ne sont pas mis en difficulté, mais qui trouvent à un moment donné que le montant de leur impôt augmente trop fort par rapport aux revenus et qui se disent ça devient une zone trop chère, ils décident à vendre. Et donc, quand ils vont décider de vendre, ça va forcément, je dirais, alimenter le côté vendeur et donc faire baisser peut-être un peu le prix d'équilibre. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup.